On va aborder la question de la rénovation des bâtiments et notre conviction, c'est que cette rénovation est cruciale. Alors on va tout de suite voir pourquoi. Eugénie, si vous pouvez passer, voilà. Tout d'abord, les bâtiments sont, parmi les plus gros consommateurs d'énergie et émetteurs de gaz à effet de serre. Je pense que vous êtes tous conscients de ça. 2e point, le changement climatique est une réalité et certains diraient le changement, nous le vivons, malheureusement, au quotidien. Des canicules, des inondations, des feux de forêt. 2020, je crois, a été une des années les plus chaudes, et parmi cette décennie, je crois qu'on a battu, particulièrement des records et on sait qu'avec l'inertie Ouais. fleuri au cours de cette année 2020 et puis, avec des perspectives 2021. Donc, France Relance, le plan de relance, post-Covid, est axé sur la rénovation énergétique des bâtiments avec une enveloppe de 4 milliards. De nouvelles réglementations, vont arriver en lien avec le climat, la RE 2020 pour le neuf, le décret tertiaire qu'on attend depuis maintenant, plus de 10 ans pour la rénovation et l'exploitation. Enfin, le dernier arrêté est paru, cette semaine et puis des financements globalement, pour inciter à rénover, le plan climat, et cetera. Alors face à cette urgence climatique et pour atteindre, les objectifs, nous sommes persuadés, comme je l'ai dit, que nous devons impérativement, travailler bien sûr sur la performance, des bâtiments neufs, mais dépasser également, ce travail sur les bâtiments neufs pour, véritablement s'attaquer au parc. On sait que 85 du parc de l'Union européenne a été construit avant 2001. On sait que les bâtiments qui existent aujourd'hui existeront toujours en 2050, là où on a des objectifs qui sont très importants. On sait aussi que le renouvellement, du parc, c'est 1 à 2 par an et donc on ne peut pas compter simplement sur des bâtiments neufs performants. Il faut absolument agir sur les bâtiments existants et les rénover. Alors cette rénovation, non seulement c'est une impérieuse nécessité, on va dire d'un point de vue environnemental et sociétal, mais, on est persuadé que ça peut être bénéfique. On pense bien sûr tout d'abord à la baisse des consommations et de la facture énergétique. Si on fait l'efficacité énergétique, on a des économies sur la facture, mais la rénovation doit aussi apporter évidemment des réductions de gaz à effet de serre et on sait que dans la recherche de solutions performantes énergétiquement, certaines sont plus ou moins efficaces du point de vue des réductions de gaz à effet de serre. Donc si on veut atteindre simultanément des objectifs énergétiques et des objectifs, en matière de changement climatique, il faut évidemment prendre en compte ces 2 paramètres. Ça vous surprendra pas, on est aussi, un très, très, je dirais, préoccupé par, l'amélioration du confort des occupants. On n'oublie pas que des bâtiments, c'est fait pour, qu'il y ait des gens qui y vivent et comme on parle de bâtiments tertiaires pour travailler, pour apprendre et cetera et on sait que l'amélioration du confort des occupants, alors que ça soit la qualité de l'air intérieur, que ça soit le confort acoustique, le confort lumineux ou aussi le confort thermique d'été ou celui sous contrainte, du changement climatique, c'est-à-dire, en période de canicule, c'est très important. Ça a une incidence sur l'attractivité du bâtiment, sur le bien-être et sur l'efficacité aussi des organisations, et donc c'est important de le prendre en compte. Bien sûr, ça donne de la valeur, dans les bâtiments tertiaires en tout cas, les choses sont aujourd'hui, démontrées. Donc on a besoin de ce qu'on appelle véritablement des rénovations globales, bien sûr l'énergie, le carbone, mais aussi tout ce qui fait le confort et la santé. Voilà, alors il se trouve que Certivet accompagne
les acteurs publics et privés maintenant depuis plus de 15 ans, hein, pour intégrer le développement durable dans les projets, que ça soit en construction ou en rénovation. Et ces certifications de Certivéa, que ça soit appliquées à la construction, à la rénovation ou à l'exploitation des bâtiments, ce sont des démarches qui sont éprouvées, hein, depuis maintenant près de 15 ans, qui ont été co-construites avec l'ensemble des professionnels. Bien sûr, on fait appel à l'expertise scientifique, mais on fait aussi appel à l'expertise des professionnels qui utilisent tous les jours les référentiels. Et ces référentiels, du coup, ont pour caractéristique de permettre de définir des actions qui sont pertinentes pour des rénovations efficaces. Et puis, bien sûr, la certification, c'est une valorisation crédible des résultats, puisque non seulement vous annoncez que vous avez amélioré votre bâtiment, mais cette amélioration est cautionnée par un certificat délivré par un organisme tiers indépendant qui s'appelle Certivéa. Voilà ce que je pouvais vous dire en introduction. Et je laisse tout de suite la parole à Claire Tikhonov qui va précisément vous présenter les outils de Certivéa. Bonjour à tous. Dans l'innovation des bâtiments. Bonjour à tous. Alors, en plus de ce que Patrick vient de vous préciser, dans le cas où on a des personnes qui participent à cette webconférence et qui ne nous connaissent pas vraiment, nous sommes le leader effectivement français de tout ce qui est dans le développement durable, la certification. Et en plus de la certification, il y a le fait d'avoir la réflexion, de se poser et de faire de l'évaluation avant. Donc ça, c'est quelque chose que l'on propose également. Chez Certivéa, nous n'intervenons, et ça c'est un point aussi important à retenir, que pour la partie tertiaire, qu'on peut appeler autrement, et qui est donc tout ce qui est autre que le résidentiel. Nous sommes une filiale privée d'une structure publique qui est le CSTB, qui est le Centre scientifique et technique du bâtiment. Et nous sommes notamment, et ça c'est aussi important, dans les réflexions que peuvent avoir un certain nombre d'entre vous sur des certifications ou labellisations. Nous sommes un acteur dans la logique française qui est accrédité, c'est-à-dire que le métier de certificateur correspond à une caractéristique très précise. Et tous les ans, nous sommes effectivement audités par le COFRAC. Et le fait d'être certificateur permet effectivement d'être un acteur en tierce partie de confiance. Concernant nos différentes missions, elles existent depuis longtemps, elles font partie de notre ADN, on existe depuis 15 ans. Par contre, effectivement, même si là on vous les présente sous cette forme-là, on pourrait l'imager sous la forme de marche, c'est-à-dire qu'il y a différentes étapes qui sont possibles avant de finir et d'atteindre une certification. Nous, notre ADN, c'est vraiment d'accompagner donc des acteurs qui peuvent être privés comme publics, ça c'est très important, des acteurs qui peuvent effectivement au niveau des acteurs privés peuvent être propriétaires de parcs, peuvent être des spécialistes de l'immobilier, mais peuvent être aussi des acteurs de la vie de tous les jours qui ont un site, un siège ou quelques bâtiments en France et qui vont à un moment avoir une sensibilité sur le développement durable. Donc la première démarche, c'est qu'effectivement, avant peut-être de prendre une décision, il y a vraiment la réflexion en amont et nous sommes là effectivement pour accompagner tous les acteurs qui, par rapport aujourd'hui à ce qu'on appelle le développement durable, donc historiquement, on était plutôt dans l'environnement et de plus en plus, on va vers des choses qui s'élargissent et il y a des transitions, notamment sociétales, économiques et numériques, qui élargissent en fait le spectre du développement durable. Donc, l'une des premières choses qu'on propose, c'est de pouvoir accompagner les professionnels qui se posent des questions sur le kaléidoscope de ce qui existe et notamment chez Certivéa, on a ce point fort puisque nous écrivons nos référentiels seuls ou accompagnés, comme l'a déjà précisé Patrick, et nous pouvons aussi délivrer certains référentiels qui n'ont pas été écrits par nous, ça peut être le cas des labels d'État, qui peuvent avoir été écrits par d'autres acteurs, mais que nous aidons dans la démocratisation de cette certification. Au niveau donc des professionnels, nous pouvons donc expliquer tout ce qui existe dans les grandes évolutions sociétales, économiques. Nous pouvons aussi aider ensuite ces professionnels par rapport à, non seulement ils ont conscience du développement durable, ils peuvent avoir fait des choix pour
un bâtiment. Et avec le temps, ils veulent vraiment progresser dans leur performance, peut-être renouveler régulièrement le fait de certifier ou de labelliser des bâtiments. Et dans la certification, il y a effectivement le fait de pouvoir choisir des niveaux quand vous visez une certification. Et donc, vous pouvez avec le temps monter en puissance et vous dire, j'atteignais ce niveau-là sur ce bâtiment et puis pour un prochain, j'aurai une amélioration de mes performances. Donc, ça peut être une montée en performance. Mais de manière générale, dans le développement durable, la notion importante aujourd'hui, c'est qu'il faut atteindre en fait des performances et le but, c'est de les améliorer dans le temps. Dans les acteurs qui s'intéressent au développement durable, on va dire que le spectre s'élargit et il y a de plus en plus d'investisseurs qui sont intéressés sur le développement durable. Et il peut y avoir aussi des acteurs qui avaient déjà à l'origine une politique patrimoniale et qui, avec le temps, veulent revoir cette politique patrimoniale et peut-être l'orienter autrement sur une ou plusieurs thématiques. Donc, dans ce cadre-là, nous sommes aussi capables de les accompagner. Autre point important qu'il faut que vous reteniez, c'est que le bien-être des utilisateurs est une notion qui monte énormément. C'était un peu plus discret il y a quelques années, mais ça devient de plus en plus central. Donc, c'est important à prendre en compte. Et donc, quand on a pris en compte tout ça, qu'on s'est posé des questions, qu'on a fait des choix, on peut effectivement s'évaluer. Nous proposons notamment une plateforme qui permet de le faire. Et ensuite, il y a une décision qui est prise pour un ou plusieurs bâtiments. Et dans ces cas-là, on rentre en phase de certification labellisation. Et comme l'a précisé Patrick précédemment, le but dans ces cas-là, c'est de pouvoir valoriser les efforts d'adaptation des processus de construction, les efforts de toutes les équipes qui vont y être associées, le fait d'intégrer le développement durable. Ça peut concerner des bâtiments remarquables, parce que ça peut être un bâtiment qui a une signature architecturale originale et qui va dans la logique du développement durable. Ça peut être un site qui est localisé dans une zone très représentative, et donc on peut viser des bâtiments remarquables. Mais effectivement, le développement durable est très inclusif et le but, c'est plutôt de faire progresser l'ensemble des acteurs. Et ce qui sont visés, ce sont bien sûr tous les bâtiments. Et comme je l'ai précisé avant, c'est l'atteinte des performances. Et c'est une manière, effectivement, non pas de dire simplement je suis dans le développement durable et j'applique une démarche, mais de le prouver par un acteur qui est reconnu et de pouvoir ensuite le valoriser. Alors, pour vous représenter un petit peu, j'espère que vous arrivez à lire, vous avez devant vous une roue. Alors, les acteurs qui connaissent, bon, je vais faire des répétitions, mais pour ceux qui ne connaissent pas, c'est ce que je vous précisais tout à l'heure. Aujourd'hui, chez Certivia, nous avons la capacité à vous donner une vision un petit peu dans le milieu de la rénovation, des thématiques qui sont importantes. Donc, en fait, vous avez une roue avec le centre et des rayons. Et en fait, vous avez un premier cercle qui est le plus à l'extérieur, hein, qui est le vert, et qui vous précise que nous sommes dans une logique de bâtiment, puisqu'il y a possibilité de faire aussi une logique d'aménagement de territoire, mais là, on est dans rénovation du bâtiment. Et ensuite, vous avez un deuxième cercle, juste avant celui qui est le plus extérieur, où là, vous voyez différentes couleurs. Et en fait, vous avez des certifications qui sont souvent avec un cadre de référence assez large. Vous avez la certification HQNF, vous avez une autre certification qui est HQBD, et donc ça, ce sont des certifications où toutes les thématiques sont obligatoires. Vous avez aussi, après, des labels, et les labels, en fait, sont sur une seule thématique, à l'inverse des certifications, et là, vous avez la capacité à pouvoir réfléchir sur une logique qui est plutôt orientée sur la qualité de vie, et là, on retrouve le label Osmose. Sur la partie sécurité, sécurité du bâtiment, sécurité d'accès, sécurité des utilisateurs, et ça, on est sur le label Serenity. Vous avez la partie énergétique, et là, effectivement, vous avez des labels F-Energy ou bien BBC Renault 2009. Vous avez aussi la notion de biodiversité avec le label Biodiversity, et vous avez la thématique du numérique avec le label R2S. Donc aujourd'hui, juste 2 secondes, Eugénie, si tu peux revenir juste 2 secondes en arrière. Les points qu'il faut que vous reteniez au-delà de ce cercle qui vous permet de comprendre un peu les thématiques. On retrouve dans les 2 certifications centrales et qui ont donc plusieurs couleurs, 5 thèmes qui sont très importants au niveau de Certivia et de la vision du développement durable. Vous retrouvez donc la qualité de vie, vous avez la notion de management responsable, la partie historique liée au respect de l'environnement,
la notion de performance économique qui est importante et l'évolution sociétale liée au numérique. Voilà, ces 5 points sont très importants dans vos futures réflexions. Ce que je vais ensuite vous présenter sur quelques slides juste après, vu que nous existons depuis 15 ans, nous avons effectivement une vision et un recul quelque part dans notre rétroviseur de tous les sites différents que nous avons pu certifier ou labelliser en rénovation. Et on va vous présenter pendant 2-3 slides la vision en fait de ce qui s'est passé sur ces dernières années. Et dans les 2 derniers slides, vous aurez la vision par contre de ce qui s'est passé en 2020. C'est important de voir dans le rétroviseur, mais de voir aussi la réalité actuelle des comportements sur cette année 2020 qui a été si particulière. La première des choses, c'est qu'effectivement, on est classiquement sur notre historique sur 4 types en fait de référentiels qui sont majoritairement pris pour faire de la rénovation sur des projets. Vous retrouvez en premier en bleu la certification historique qui est NFHQE, qui est donc pour 54%. Vous avez juste après la certification HQE bâtiment durable qui est disponible depuis fin 2016, qui correspond à 33%. Donc là, ce sont 2 certifications avec un cadre de référence multiple, comme je viens de vous le préciser. Et ensuite, vous avez 2 autres segments qui correspondent en vert et en marron à des labels. Et donc, on retrouve effectivement le label Effinergie et celui qui est lié au BBC. Ça, c'est la première information. Et l'autre information qu'on vous remontrera ensuite après, c'est qu'il y a une plus forte proportion de labels, souvent en province, alors qu'en Île-de-France, on a des programmes pas forcément liés à la taille. Je vous verrai tout à l'heure, je vous donnerai des informations sur les tailles des projets. Mais effectivement, en Île-de-France, on a des labels et des certifications. Alors qu'en région, en fonction d'où on part, en termes de prise de conscience ou de volonté, non pas d'être simplement dans une démarche, mais dans une certification ou une labellisation, dans ces cas-là, souvent, la taille des opérations ou les moyens associés des acteurs vont faire que c'est souvent des labels qui sont sélectionnés. Alors, sans étonnement en soi, alors je le précise, Certiver intervient sur tout le territoire français. On n'a pas de focalisation particulière, même si quand on a démarré dans nos toutes premières années, effectivement, on est parti peut-être sur l'Île-de-France. Mais notre volonté aujourd'hui, c'est vraiment d'aider les acteurs à progresser. Donc, sur le marché de la rénovation, la plus grosse partie des consommateurs en fait, de labellisation ou de certification se situe dans l'Île-de-France et dans Paris. Ensuite, on a 3 zones quand même qui ressortent en termes de région. La région Auvergne-Rhône-Alpes. Ensuite, on a la région Aquitaine, Limousin, Poitou-Charentes. Et enfin, en 3e, on a le Nord-Pas-de-Calais-Picardie. Alors, pour vous préciser, la partie qui est en verte et qui correspond… Attendez, parce que j'ai les clics au milieu. Hop. À la partie Languedoc-Roussillon, Midi-Pyrénées est à 2%, mais elle progresse fortement. Donc, ça, c'est à noter. La partie aussi en bleu, un bleu un peu plus fort, là, qui n'est pas le bleu turquoise, et qui correspond à la partie Alsace, Champagne, Ardennes, Lorraine, progresse également. Mais de manière générale, on a senti sur ces dernières années, même si ça, c'est la synthèse de ce qu'on a vu depuis 2005, on sent qu'en région, il y a une volonté de progresser sur la logique de rénovation. Les 2 autres informations que je vous délivre, c'est la répartition public-privé. Alors, jusqu'à présent, c'était plutôt des acteurs privés, donc comme je l'ai précisé, hein, soit des acteurs spécialisés de l'immobilier, soit des acteurs de n'importe quel type de secteur en B2B ou B2C et qui ont des sites, un ou plusieurs, et qui, au moment de la rénovation ou du déménagement de leur siège, ou de la rénovation de sites de recherche, ou d'autres cas comme ça, peuvent décider effectivement de faire une rénovation. C'est donc principalement des acteurs privés. Mais nous avons quand même des acteurs publics. Et nous avons effectivement des régions où vous avez des acteurs publics qui sont très orientés maintenant sur la rénovation. Et comme l'a présenté Patrick avant, on a tous conscience du contexte actuel et de la volonté très forte de l'État d'aller vers de la rénovation, notamment du parc public. Donc, il y a de fortes présomptions que ce fromage-là, présenté autrement l'année prochaine, sera certainement avec une part du public qui sera normalement plus importante. L'autre point à retenir, c'est que historiquement,
ce sont des bureaux, classiquement, qui sont rénovés. Ça ne veut pas dire que les autres types de tertiaires ne sont pas rénovés, ça veut juste dire que les autres secteurs n'ont pas forcément intégré la notion de développement durable ou environnemental, ou alors l'ont intégré dans une logique de démarche, sans aller jusqu'à faire une certification, une labellisation. Le secteur juste après les bureaux qui est le plus important, c'est celui de la santé. Hein. Dans la santé, on englobe tout. Hein. On a des cliniques, des hôpitaux, des CHU, des résidences seniors, des EHPAD. Ce secteur bouge beaucoup. Et d'ailleurs, il y a un référentiel lié au secteur de la santé qui est en train d'être finalisé en termes de rédaction, parce que les acteurs de la santé veulent absolument progresser sur cette thématique. Ensuite, on retrouve l'enseignement. Hop, un peu trop vite pour Eugénie. On a ensuite l'enseignement. Il faut préciser que suivant les grandes régions de France, il y a eu beaucoup de programmes antérieurs dans les dernières années de construction. Ça va continuer, de lycées et de collèges ou de facultés, campus, grandes écoles. Mais aujourd'hui, les régions qui ont beaucoup construit vont passer à la phase suivante, c'est-à-dire que maintenant, elles vont s'attaquer à une partie de leur parc où elles vont être dans la logique de rénovation. Donc ça, c'est pareil, l'enseignement est en train de monter. Et ensuite, on retrouve des secteurs comme la restauration, l'hôtellerie et la culture, qui ont des diversités fortes, mais qui effectivement ont des sensibilités importantes sur ce secteur. Ce que je vous présente là, c'est non plus l'historique et le rétroviseur de ce qu'on a vu depuis 2005. Ce qu'on vous montre sur la rénovation, là, c'est le fait de voir quel type de, en rentrant dans un détail pour que vous reteniez des grands items, quelles sont les surfaces qui, en tous les cas, dans l'année 2020, ont décidé de faire de la rénovation. Donc ça, c'est une notion qui est quand même importante. Elle est totalement actualisée. On voit en fait qu'en fait, la plus grosse partie, donc en jaune, les pratiquement 35%, ce sont en fait des surfaces qui sont en dessous des 5000 m². Donc, on est plutôt dans des petites surfaces. Et effectivement, pour rappel, le décret tertiaire vise dorénavant les surfaces à partir de 1000 m². Donc, cette partie-là du fromage va forcément continuer à augmenter. Nous avons ensuite en turquoise la partie des surfaces, on va dire moyennes, les 5000 m². Et ensuite, quand on additionne, on a à partir de 10 000 m² en gris clair, puis en marron, puis ensuite en vert, toutes les surfaces qui sont au-dessus de 10 000 m². Alors, suivant qu'on soit en province ou en Île-de-France, la configuration de dire c'est une grande opération peut changer en termes de taille. Mais voilà, il faut retenir que, et c'est très bien parce que c'est plutôt équilibré, ça ne vise pas que des grandes opérations. On a quand même donc la plus grosse partie qui sont des opérations en dessous de 5000 m², puis 5000 m², et après on a entre 10 000 et plus de 20 000 m². Deuxième information qu'on voulait vous redonner sur l'année 2020, tout à l'heure je vous ai montré cette grande roue et je vous ai montré tout un tas de labels et de certifications qui sont possibles quand on réfléchit à la rénovation. Et en fait, juste après, je vous ai donné des informations, mais plutôt dans la logique rétroviseur, sur ce qui était certifié. Et donc, il a fallu le temps que les acteurs prennent leurs décisions, s'engagent, passent certaines étapes puissent être certifiés sur au moins une phase. Là, ce qui apparaît, c'est la notion de ce qui s'est passé en 2020. Et là aussi, c'est intéressant. Alors, quand on regarde les différentes parties, on voit tout de suite la partie turquoise en bleu, qui effectivement correspond au label, plutôt orienté sur la partie énergétique. Donc ça, c'est la première vision. Mais la vraie vision qui est cachée, c'est que si on additionne la partie marron et la partie jaune qui correspondent en fait aux certifications, on arrive à peu près 41%. Donc, en priorité, en fait, les acteurs, quand ils ont fait de la rénovation, ont plutôt visé des certifications globales. Ensuite, il y a eu pour 32% des labels classiques énergétiques. Et ensuite, il y a des nouvelles familles donc, qui apparaissent. Donc, la partie orange et la partie verte sont du même acabit parce qu'en fait, elles correspondent à la qualité des cadres de vie. Et ça recoupe le label Osmose avec des acteurs en vert qui ont choisi sur des bâtiments d'aller sur Osmose. Et pour ceux qui sont en ready to Osmose, ça veut dire qu'ils sont en cours de rénovation et que jusqu'à ce que leur bâtiment soit livré, en attendant de faire du Osmose, ils ont visé et atteint des niveaux dans leur certification HQ en cours qui leur permettent à terme de viser Osmose. On a quand même 9% sur des rénovations en numérique, donc ça c'est quand même important à noter pour les acteurs.
Et puis, on a 3% sur Biodiversity qui est en train de progresser. Et je en profite pour rappeler que Biodiversity, en fait, va bientôt être aussi disponible dans d'autres possibilités que la construction-rénovation, et notamment en exploitation et en aménagement. Avant de passer à la troisième partie de notre présentation, je voulais simplement vous repréciser une information qu'il faut avoir en tête. Quand on parle du marché de la rénovation, il existe 3 segments. Vous avez la segmentation des rénovations qu'on va dire quasiment totales et qui sont assimilées en fait quasiment à du neuf. Et ces acteurs-là, effectivement, quel que soit le territoire, ont souvent tendance, si c'est un bâtiment remarquable ou si c'est un bâtiment qui est important pour l'acteur, de viser une certification, une labellisation. C'est donc un marché qui est relativement mature aujourd'hui. Ça représente à peu près 10% du marché de la rénovation. Il existe une deuxième strate dans la rénovation, qui est la partie rénovation avec plusieurs thématiques. Alors, ce n'est pas une rénovation totale, mais il y a quand même un certain nombre de thèmes qui sont recherchés. Ça représente à peu près 30% du marché. Et là-dessus aussi, les acteurs ont commencé à prendre des habitudes et font effectivement de la certification ou de la labellisation. Et puis, il existe le dernier segment qui est le plus important parce qu'il touche tout le monde. Il représente à peu près 60%. Et ce segment-là, en fait, il correspond à des rénovations vraiment partielles et où, en fait, souvent, il y a une seule thématique. Et donc, ça veut dire que le bâtiment va être rénové peut-être au niveau de ses fenêtres, peut-être au niveau de l'isolation de ses murs, peut-être au niveau d'une toiture. Et ça, c'est quelque chose qui existait notamment beaucoup pour les acteurs publics. Et le but, effectivement, par rapport aux velléités de l'État, c'est à terme de pouvoir mettre particulièrement en valeur des rénovations qui auront vocation à être beaucoup plus larges. Alors, ça ne veut pas dire des rénovations totales, tout le monde ne peut pas se le permettre, c'est des très gros chantiers, ça coûte beaucoup d'argent. Mais par contre, des rénovations qui intègrent plusieurs pans du bâtiment, ça c'est possible. Et ces rénovations-là sont totalement éligibles à faire de la certification ou de la labellisation. Voilà. Alors maintenant, on va passer à la troisième partie. Donc, c'est Monsieur Philippe qui va intervenir et que nous remercions chaleureusement, qui travaille au sein d'Altarea en tant que directeur central et qui va pouvoir présenter donc son expérience, son témoignage d'un bâtiment qu'ils ont effectivement rénové et pour lequel ils ont visé une certification qu'ils ont obtenue. Voilà. Merci Claire, merci Patrick Nossan pour cette introduction. Je vais effectivement vous présenter la façon dont ça s'est passé pour nous sur l'opération de Richelieu. Si vous me permettez une seconde, je vais vous partager le document que j'avais préparé à votre attention. Voici. Donc c'est une présentation sur Richelieu qui a récemment reçu le Grand Prix du CIMI et dont nous sommes très fiers. Je suis moi-même directeur central chez Altarea dans les équipes de l'immobilier d'entreprise et à ce titre, je suis maître d'ouvrage et j'encadre les équipes de professionnels qui s'assurent de la réalisation de nos opérations de promotion d'immobilier d'entreprise en Île-de-France. Ma présentation va se faire en 4 points. La première partie, une courte présentation du groupe Altarea, puis une présentation du 87 rue de Richelieu, qui est notre siège social maintenant. Enfin, la façon dont cette opération du 87 rue de Richelieu a interprété les éléments de la certification et un petit bilan du retour sur expérience de la collaboration avec Certivea et de l'apport des certifications. La démarche du groupe Altarea en termes de RSE et le groupe Altarea. Alors le groupe Altarea, c'est un groupe qui est un modèle unique en France, qui est un acteur intégré multimarque et qui se positionne sur le secteur de l'immobilier comme foncière de commerce, promoteur de logement et promoteur de bureaux. C'est un modèle multimarque avec une marque commerce, une marque d'immobilier d'entreprise et puis beaucoup de marques en logement. Alors, 2 marques généralistes très connues qui sont Pitch et Cogidim. Des marques un peu plus à thème, je dirais, avec Severini qui travaille dans le sud-ouest, Histoire et Patrimoine, une de nos filiales spécialisée dans la restructuration du patrimoine classé à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques.
Cogedim Club qui s'occupe de réalisation de résidences-services pour l'accueil de nos seniors, Altarea Solutions qui est une plateforme multi-services de gestion de patrimoine et de financement, et puis Wideum, notre spécialiste de la construction bas carbone et du bois. Alors, tout ça, on intervient en tant que développeur, investisseur, asset manager, commercialisateur, et cette connaissance de à la fois l'ensemble des métiers, de la création de valeur sur l'ensemble de la profondeur du métier de l'immobilier et sur les 3 services, nous permet d'être un véritable acteur qui propose des solutions intégrées aux villes pour des grands projets urbains mixtes, comme nous en faisons en ce moment à Issy-les-Moulineaux ou à Toulouse ou à Bordeaux. Cette vision long terme et pluridisciplinaire nous permet d'être vraiment à la pointe sur ce type de projet et de proposer une solution très encadrée. Je vous présente quelques références. Alors, les chiffres que je vous présente sont les chiffres de l'année dernière. Nous sommes une société cotée. À ce titre, nous allons publier nos résultats fin février, donc je ne peux pas commenter les résultats de l'année en cours. Donc ce sont peut-être des références que vous avez déjà vues sur nos sites internet ou sur plusieurs supports si vous avez l'habitude de nous connaître. Mais voilà, je voulais parler de Issy, cœur de ville, à Issy-les-Moulineaux, qui est un quartier énorme qui englobe du logement, du commerce, des écoles, du bureau, avec le futur siège de CNP, et qui est multiplement certifié, qui sera multiplement certifié, et sur lequel nous avons créé une boucle géothermique à l'échelle du quartier qui sera demain même connectée à la ville et qui pourra permettre de chauffer et rafraîchir les autres acteurs de la ville. Nous avons comme exemple l'EM Business School à Lyon, qui est un campus à Lyon sur lequel effectivement là aussi nous recherchons des certifications importantes pour nous, et CAP 3000 qui est le plus vieux centre commercial français que nous avons acquis et restructuré, qui est labellisé Biodiversity et qui est du côté de Nice et qui développe sur 135 000 mètres carrés plus d'une centaine de surfaces commerciales. Alors, notre vision en tant que groupe impliqué sur l'ensemble de ces métiers, c'est que nous sommes un véritable acteur et un partenaire dans l'intérêt général des villes, et que nous devons être conscients de l'impact de nos activités sur l'ensemble de l'économie et l'ensemble de la filière. Et à ce titre, nous devons construire des villes qui sont durables et bas carbone, et des villes qui ont un impact positif et inclusif sur l'économie et sur les utilisateurs, les gens qui vivent dans ces villes. Alors ça se développe comment ? D'abord parce que par une empreinte carbone réduite. Il faut également travailler à favoriser l'économie circulaire et le travail local. Et puis, il faut développer la biodiversité et la nature en ville, ce qui est un enjeu majeur. On le voit et on en a parlé tout à l'heure avec le changement climatique qui a été abordé lors de l'introduction. Sur la ville inclusive, là aussi, on en a parlé tout à l'heure, vous l'avez introduit, le confort, le lien social et le bien-être sont des éléments qui font partie de l'ADN du groupe lorsqu'il délivre un immeuble à ses utilisateurs. Et la mixité sociale et intergénérationnelle va évidemment avec ça quand on veut une ville inclusive. De la même manière, l'économie locale doit être soutenue, et c'est ce que nous faisons avec notamment des horaires d'insertion et la création d'emplois locaux à chaque fois qu'on délivre des bâtiments de commerce ou des résidences pour les personnes seniors. Cette performance et cette implication est d'ailleurs reconnue depuis longtemps et récompensée au niveau international. Nous sommes GRESB, Green Star 5 étoiles, ce qui veut dire que le GRESB, c'est une agence de notation internationale extra-financière qui s'attache uniquement au secteur de l'immobilier. Et pour être Green Star, il faut avoir plus de 50% des points de notation, et pour être 5 étoiles, il faut avoir plus de 90% des points de cette agence. Vous voyez que ça fait 5 ans
qu'on est à ce titre reconnu et que ça montre notre implication et notre ADN pour cette responsabilité. La vision que porte le groupe est une vision qui est engagée depuis longtemps. Dans les années 2000 et 2005, on l'a dit avec le début des certifications, nous étions très en pointe déjà sur cette affaire. Depuis 2010, nous avons augmenté notre implication encore et nous avons depuis 2015 créé une démarche tous engagés dans laquelle nous notons nos performances et nos mesures d'amélioration de nos performances. Quelques chiffres pour illustrer ces propos. Depuis 2010, nous avons réduit de 60% les émissions de gaz à effet de serre de nos centres commerciaux. Nous sommes maintenant, nous certifions 100% de nos logements. Nos bureaux sont doublement certifiés en Île-de-France et 100% de nos opérations de commerce sont certifiées, ce qui montre l'importance pour nous des labels et des certifications comme gage de qualité et de respect de l'environnement. Je l'ai évoqué juste avant, l'économie locale et circulaire. Il faut avoir en tête qu'un groupe comme le nôtre, qui développe, je suis passé un peu vite dessus, mais plus de 690 projets l'année dernière, ça fait vivre, ça soutient en France pratiquement 50 000 emplois hors groupe. Et donc on a bien conscience de l'impact de notre propre activité sur le milieu. Et puis, dans notre volonté d'être inclusif et solidaire, vous le voyez, nous sommes partenaires depuis 10 ans avec Habitat et Humanisme, pardonnez-moi, et nous participons à différents programmes pour développer ça. Je vais rentrer un peu dans le détail maintenant sur le projet de Richelieu, qui a été lauréat il y a quelques semaines des Grands Prix du CIE. Richelieu, c'est une restructuration exemplaire. Pour vous situer un peu l'opération, nous sommes à Paris, rue de Richelieu, dans le 2e arrondissement, un pâté de maison qui est entre les rues de Richelieu, Saint-Marc et rue Favard, dans le quartier de l'Opéra et de la Bourse, donc idéalement placé. Et nous parlons d'une opération qui a été faite sous maîtrise d'ouvrage Altarea, avec comme promoteur donc Altarea Entreprises, nous-mêmes. Nous avons vendu cette opération à CNP en qualité de CNP Assurance en qualité d'investisseur, et nous avions choisi comme architecte pour cette opération Jean-Michel Villemotte et ses associés. Nous avons fait un projet qui a développé 33 000 m² de surface de plancher, qui a une capacité d'accueil de presque 2500 personnes, dont presque 600 personnes dans son business center ERP. C'est un immeuble qui se développe sur 7 niveaux de superstructure, un rez-de-chaussée et 3 niveaux d'infrastructure. Il offre par ailleurs 5 coques commerciales ouvertes et connectées aux rues. Et une partie de ce bâtiment était inscrit à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques, ce qui a un peu compliqué l'affaire là aussi. Les principaux partenaires qui nous ont accompagnés et qui ont été des véritables partenaires dans la réalisation de ce projet sont Artelia, qui a été notre coordonnateur des études et maître d'œuvre depuis le début, Artelia Bâtiment Durable, qui est notre assistant qui nous a accompagnés dans toutes ces certifications et le travail sur l'environnement. Il aurait souhaité se joindre à moi aujourd'hui, mais malheureusement, heureusement pour des raisons personnelles, la chargée d'affaires n'a pas pu se joindre à moi aujourd'hui. Barbanel était notre bureau d'études fluides, Terrel, notre bureau d'études structure, et les entreprises qui nous ont accompagnés pour réaliser, une fois la conception achetée, c'était 3 entreprises du groupe Vinci, Petit en tant que mandataire du groupement, le Fort Franchetot pour tout ce qui était plomberie, climatisation, ventilation, des enfumages, et Fibor pour tout ce qui était courant fort et faible. Pour vous parler un peu de l'histoire, c'est un bâtiment qui a été construit dans les années 80 pour les AGF devenus Allianz,
sur un permis de construire obtenu par les architectes Belmont et Ecli, et que Allianz vouait à une démolition puis reconstruction. Lorsque nous nous sommes approprié le projet en 2014, nous avons immédiatement changé d'optique et on s'est dit que, compte tenu de l'ensemble des contraintes de ce projet et de notre volonté, encore une fois, d'être au mieux pour l'ensemble de l'environnement et l'ensemble des partenaires et le secteur dans lequel on s'inscrit, nous avons décidé de nous lancer dans une restructuration. Nous avons pour cela obtenu un nouveau permis de construire en mai 2015. Et à la libération de l'immeuble par Allianz, dont les collaborateurs sont partis à l'été 2016, nous avons lancé 1 an de curage des amiantages et puis 2 ans de restructuration. Les grands thèmes qui ont guidé cette restructuration sont les thèmes qui sont les convictions d'Altarea sur le devenir du bureau, et on voit aujourd'hui que ça fonctionne. On veut un bureau qui offre aux collaborateurs une expérience renouvelée. On veut que les collaborateurs soient mieux qu'à la maison. On veut un bureau qui intègre davantage de végétaux, d'espaces végétalisés et une nature plus présente à l'intérieur des bureaux. On veut aussi des bureaux qui soient plus innovants, moins énergivores, ergonomes, et qui aient des variétés d'espaces de travail absolument essentielles, et de même qu'une grande modularité. Nous voulons des bureaux qui sont ouverts sur la ville, qui sont non plus comme dans les années précédentes, des bureaux fermés, des tours isolantes, mais au contraire des bureaux connectés, ouverts sur la ville. Et l'opération Richelieu accueille d'ailleurs un business center opéré par Comet Meeting, accueille maintenant la Fondation Palladio. On a développé une programmation artistique avec les Beaux-Arts. Voilà, tout ça pour montrer qu'on a intégré énormément de choses dans Richelieu. Et en plus de ça, on est persuadé que ce qui fait que les bureaux de demain resteront absolument nécessaires et seront un atout pour les sociétés qui vont les utiliser, c'est qu'on veut que on est persuadé que les bureaux doivent intégrer un espace de bien-être et de service, doit être un espace de bien-être et intégrer des services comme de la formation, de la conciergerie, des restaurants, etc. Je vais vous parler et je vais expliciter un peu tous ces points qui sont l'ADN qui font l'ADN de notre conviction en termes de bureau dans l'explication et dans la présentation de Richelieu en images. Vous avez ici le hall, l'accueil depuis la rue de Richelieu. Vous voyez, quand on parle de verdissement ou de luminosité, et vous voyez sur la droite l'immeuble qui est inscrit à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques. Vous voyez comme tout ça est interprété et comme la signature de Jean-Michel Villemotte qui s'est attaché à chaque endroit à faire rentrer de la luminosité, travailler le confort des utilisateurs dans cette signature architecturale a été réussi. Un des choix, ça a été de conserver les façades en pierre. On voit qu'après traitement et renouvellement des huisseries, on a un résultat qui est tout à fait satisfaisant. On a par ailleurs réussi à faire, pour les façades que nous avons entièrement refaites, qui sont sur le corps central, une performance thermique qui est exceptionnelle. Vous entrez ici dans le hall de l'immeuble de Richelieu, donc c'est un hall à dimension du bâtiment. Je vous ai dit, il y a 33 000 m² de surface dans le bâtiment. Là, on a un hall qui fait 400 mètres carrés, qui est en triple hauteur, qui permet de faire communiquer l'espace inférieur, qui est le rez-de-jardin, le rez-de-chaussée qui distribue les ascenseurs qui permettent de monter dans les étages, et le premier étage, et on voit là aussi le jeu et le travail de l'architecture pour faire rentrer du confort, pour faire rentrer de la lumière,
de l'acoustique avec ces éléments de bois, courbes qui sont micro-perforés, qui sont absorbants partout, cette chaleur et ce bois qui se répète au sol pour travailler là aussi le bilan carbone global de l'immeuble. Et vous avez une petite image sur la gauche qui vous présente ce que c'était que l'immeuble avant notre intervention. Je vous ai parlé tout à l'heure des espaces verts, de l'impact des espaces verts et de notre profonde conviction qu'il fallait développer les espaces verts. Vous voyez le résultat ici avec 2 images du siège actuellement, nos terrasses, puisque l'immeuble développe 4 terrasses accessibles aux collaborateurs et qui sont entièrement paysagées. Et puis, les jardins qu'on a pu créer au pied de l'immeuble, sur l'immeuble et sur la toiture de l'immeuble. Je vous en parlerai un peu plus tard quand on parlera de technique. Vous voyez ici quelques images à l'intérieur des bureaux. Alors, les bureaux, on a évoqué tout à l'heure la modularité. J'ai évoqué aussi la nécessité d'avoir des espaces différents pour travailler. On a plus de 130 espaces de réunion qui permettent le travail collaboratif sous différentes formes. Les bureaux sont modulaires, nos bureaux ergonomiques sont réglables en hauteur électriquement. Le confort est pilotable par l'application que nous avons développée sur l'immeuble, tant la lumière que la climatisation ou les stores. Et puis, l'ensemble des lieux sont traités évidemment en acoustique, mais aussi en espace vert. Merci. Raymond nous a accompagnés et on a des plantations partout à l'intérieur de l'immeuble, même si ce n'est pas très visible sur les images qui ont été présentées ici. On le retrouve un peu plus ici. Là, on est au rez-de-jardin, donc on est au niveau inférieur au rez-de-chaussée. Vous vous rendez compte là de la réussite de l'architecture et du développement des études que nous avons menées, accompagnées par l'ensemble de nos partenaires sur ce programme, pour faire pénétrer la lumière au cœur du bâtiment. Et vous voyez le restaurant, qui est le premier restaurant servi à la place, opéré par le groupe, par Exalt, du groupe Compass, dans Paris. Vous voyez la lumière qui baigne ce lieu, avec la création d'une verrière zénithable au-dessus de la partie qui est en photographie sur la gauche, et puis le patio végétalisé qu'on a créé et qui donne par ailleurs accès au business center de manière autonome, et qu'on voit derrière sur l'image de droite. Pardon, j'avance un peu vite, mais on a déjà passé pas mal de temps. Les escaliers, on vous a mis un petit avant-après, là aussi pour vous faire comprendre à quel point on est persuadé que 100% des lieux de cet immeuble doivent être accueillants, collaboratifs et confortables. Les escaliers, même dans les escaliers, on a travaillé la luminosité, on a travaillé l'acoustique, on a travaillé l'artistique. Là, on voit une œuvre réalisée par un des artistes des Beaux-Arts qui est venu nous accompagner pendant cette restructuration. On a travaillé effectivement l'ensemble des sujets, en plus de l'architecture qui vous est montrée ici. Alors, si on rentre un peu plus si on quitte un petit peu l'architecture et qu'on regarde un peu plus la certification, je vais mettre en avant uniquement quelques sujets. Vous connaissez évidemment les sujets communs d'énergie et tous les thèmes qui sont abordés, les 12 thèmes qui sont en particulier abordés dans la restructuration, dans la certification HQE, mais je vais vous en présenter quelques-uns et en quoi ils ont été un peu différents de ce qui se fait habituellement sur une opération comme celle-là. Alors d'abord, je vous en ai parlé il y a quelques instants, le choix de la restructuration. On est en plein cœur de Paris, on a des rues à sens unique, extrêmement étroites autour de nous, et réaliser une opération de démolition-reconstruction nous semblait à la fois extrêmement génératrice de nuisances, et avec, dans cet environnement urbain dense, et avec les études que nous avons fait, accompagnées par Artelia Bâtiment Durable, nous avons pu démontrer qu'un chantier qui permettait de conserver la structure béton de l'immeuble et les façades en pierre nous faisait au global gagner 30% de temps sur un chantier de démolition-reconstruction. Donc 30% de temps, ça veut dire que pendant 30% de temps en moins,
notre chantier émet des nuisances pour les hôtels, les bureaux, les logements et les commerces qui sont alentour. Par ailleurs, on a mis en évidence que ça nous permettait d'éviter 6500 rotations de camions qui seraient venus évacuer les gravats issus de la démolition et apporter le béton nécessaire à la reconstruction. Donc vous voyez que cet aspect restructuré du patrimoine existant plutôt que le détruire et le reconstruire, forcément ça a des impacts sur le résultat, parce que si on avait construit un immeuble à partir de rien et qu'on l'avait conçu comme ça dans les années 2015, il n'aurait pas cette tête-là. Mais par ailleurs, ça nous a permis de nous intégrer mieux et d'être plus performants sur l'impact environnemental de cet immeuble. Autre calcul que nous avons fait pour valider cette restructuration, c'est on a effectué un bilan carbone du projet et le bilan carbone a démontré, Artelia, pardonnez-moi, l'avait calculé, qu'un immeuble déconstruit, reconstruit émettrait 13 fois plus de carbone lors de ce cycle de déconstruction-reconstruction qu'un immeuble en restructuration. Mais on s'est dit, oui, mais il ne faut pas s'arrêter là, parce qu'un immeuble complètement neuf sera techniquement et thermiquement plus performant qu'un immeuble restructuré. Donc il faut qu'on analyse plus loin, et on a fait une étude en cycle de vie qui a été présentée à Certivea et qui l'a validée. Cette étude en cycle de vie a permis de démontrer que quand bien même un immeuble totalement neuf avec une structure neuve et une façade entièrement neuve serait plus performant dans son exploitation et dans sa vie, cette performance en fait ne serait atteinte à 28% et on aurait une meilleure consommation en phase d'exploitation de 28%, et que donc il faudrait 88 ans pour que qu'au bout de ce cycle de vie, la solution de démolition-reconstruction devienne aussi valorisante pour l'environnement que la restructuration. Donc on a parlé tout à l'heure, et vous avez évoqué tout à l'heure, la durée de vie de l'immobilier. Effectivement, là on voit qu'on est sur une durée de vie extrêmement longue, et à n'en pas douter, les 40 ans de vie passée de ce bâtiment qu'on a sauvegardé, là aussi, ça participe au réemploi et à l'économie circulaire. L'énergie, alors, c'est un thème extrêmement courant dans les certifications, et bien entendu, nous sommes labellisés BBC sur cette opération. Juste quelques points qui expliquent les performances qu'on a réussi à embarquer dans cette opération de Richelieu. Nous nous sommes raccordés au réseau de concessionnaires en chaud et en froid, ce qui permet d'abord d'avoir des productions qui sont vertueuses. On sait que ces concessionnaires utilisent notamment la cogénération, etc. et sont sur des efficacités extrêmement hautes en termes de rendement. Par ailleurs, vous le verrez, je le développerai plus tard, ça permet de limiter énormément les installations techniques à mettre en œuvre dans le bâtiment, notamment tous les échangeurs et toute la place qu'on doit prendre en toiture. Et puis, on a réussi à développer, en conservant les façades pierre qui étaient extrêmement qualitatives, on les a isolées, et on a réussi, avec une isolation extrêmement performante, à obtenir sur ces façades 3,6 fois moins de déperdition que sur une façade mur rideau neuve de qualité lambda. Tout ça nous a permis d'avoir des résultats énergétiques excellents, et on a encore continué en allant un peu plus loin, puisque on a décidé de mettre en œuvre un dispositif de récupération d'énergie sur les condensats de la sous-station de chauffage urbain. Et donc, les condensats qui sont évacués et qui retournent chez le concessionnaire de chauffage urbain servent à préchauffer les eaux qui servent aux cuisines des 2 restaurants
de l'immeuble. Et donc, vous voyez que là, c'est de l'énergie gratuite, c'est un réemploi d'énergie qui est fait et qui est gratuit et qui nous permet d'être performants sur le thème de l'énergie. Le deuxième arrondissement est un des arrondissements les plus minérales de Paris. Il y a extrêmement peu d'espace vert. Il y a un seul square, qui est un tout petit square qui fait moins d'1 hectare et dans lequel il y a très très peu d'arbres. Et c'est un environnement qui est extrêmement bâti. Le deuxième arrondissement, il y a très peu d'espace vert. Je vous ai présenté là le plan. Vous avez le plan masse de l'immeuble tel qu'il est aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que ça nous a apporté? Je vous en ai parlé la slide d'avant, le raccordement au réseau de concessionnaires en chaud et en froid. Vous voyez que notre toiture est entièrement libérée des évaporateurs, échangeurs et autres centrales qui l'auraient dû contenir, qui l'auraient recouvert si on avait choisi de produire notre chaud et notre froid de manière locale. Donc, ça nous libère le toit. Et en libérant cette surface, on peut se dire il y a deux moyens de faire mieux. Un, c'est de mettre des panneaux solaires, soit pour chauffer de l'eau, soit pour faire de l'électricité, ou de laisser la place aux espaces verts. Nous avons choisi de laisser la place aux espaces verts et de mettre des grandes épaisseurs de terre, parce que la minéralité de cet arrondissement fait qu'il chauffe beaucoup. On est au plein cœur de Paris, on est au cœur de la bulle, et en été, la température est plus élevée que partout ailleurs. Le fait d'avoir de la terre qui, dans un premier temps, en cas de pluie, permet d'absorber l'eau et qui, à la saison sèche, restitue cette humidité, les arbres transpirent, on a plusieurs centaines d'arbres plantés sur cet immeuble. Donc ces arbres transpirent, rafraîchissent l'atmosphère, ça a un effet bénéfique, non seulement pour l'immeuble, mais c'est pour l'ensemble de la collectivité que cet aménagement trouve son efficacité. Autre élément que je souhaitais sur lequel je souhaitais revenir, c'est le confort visuel. Partout dans l'immeuble, nous nous sommes attachés à ce que l'extérieur soit présent, qu'il y ait de la porosité entre la ville et l'immeuble. On a dans 100% de nos circulations d'étage, quand vous vous promenez dedans, vous voyez l'extérieur. Vous n'êtes jamais loin d'une façade, loin de l'extérieur. Évidemment, 100% des espaces de bureaux sont en premier jour, mais ça, je n'allais pas le dire, c'est tellement évident. Mais 100% de nos circulations également sont apportées de la lumière, et les escaliers, les ascenseurs, vous le voyez ici, les escaliers ont été travaillés, remis, déportés pour être eux aussi à la lumière et pour faire de cet immeuble un immeuble confortable dans lequel on aime se déplacer. Nos collaborateurs l'apprécient et prennent l'escalier bien plus que dans les immeubles que nous occupions précédemment. Le confort acoustique, alors là aussi, je vais passer rapidement sur la partie bureau où évidemment nous avons été hyper performants, que ce soit avec une moquette qui est sur une couche acoustique, que ce soit avec un plafond extrêmement absorbant et qui sert de barrière acoustique. Mais je voulais vous montrer là un exemple de travail acoustique et d'économie circulaire. Avec notre partenaire Partena qui a fait les cloisons de bureaux, nous avons décidé d'aller rechercher un isolant qui est fabriqué en France par une entreprise qui fait de la réinsertion sociale et qui recycle des matériaux français. C'est de la laine faite en coton de jean recyclé en France, et c'est ça qui remplit 100% de nos cloisons à l'intérieur du siège. Mais bon, bien plus loin que cet exemple, le confort acoustique a été travaillé, il a été travaillé dans tous les espaces partagés. Nous avons deux restaurants qui sont extrêmement travaillés. Le hall de 400 mètres carrés que vous avez vu tout à l'heure en image, qui est absolument traité pour ne pas sonner et pas résonner comme un hall de gare. Les escaliers, je vous en ai parlé tout à l'heure, mais c'est évidemment le cas de nos business centers, de nos salles de réunion et de l'ensemble de nos circulations dans l'immeuble.
Ensuite, je vous ai dit que l'immeuble de Richelieu était extrêmement bien situé, proche de plus de 6 lignes de métro et RER au cœur de Paris. Mais malgré tout, la mobilité, on l'a vu, ça a été souligné en introduction, la mobilité est un des facteurs qui est extrêmement générateur, à part la construction du bâtiment, extrêmement générateur de carbone. Donc là, là aussi, on s'est attaché à améliorer les performances du bâtiment. Et là encore, c'est une vitrine de notre savoir-faire en termes de bureaux, puisque c'est ce qu'on intègre dans nos projets immobiliers, où qu'ils soient maintenant. Dans le parking, on a 40 places de stations qui sont équipées de bornes de recharge électrique intelligentes qui gèrent l'effet de pointe. On a par ailleurs, même si ce n'est pas écrit ici, rentré à l'intérieur de ce parking existant. On a créé 70 places pour les véhicules de roue, ce qui permet de libérer les trottoirs avoisinants qui sont pas envahis des deux roues. On a une flotte en partage, en autopartage de 7 véhicules électriques qui est à disposition des collaborateurs. On a des locaux vélos qui accueillent les vélos, les trottinettes et tout type de mobilité douce équipée de prises pour les recharges. Ces locaux sont équipés de casiers sécurisés dans lesquels vous pouvez déposer votre batterie et la recharger ou laisser vos affaires pour vous changer. On a évidemment des vestiaires et des douches qui sont prévus pour ça. Et donc, Richelieu l'a démontré au sortir du premier confinement notamment, les collaborateurs ont été extrêmement sensibles et le taux d'usage de ces mobilités est en hausse incroyable et c'est remarquable. Et enfin, je voulais aborder un autre point. Alors celui-là, il n'est pas dans la certification HQE que nous avons obtenue avec Certivea, avec notre partenaire Certivea, mais nous avons été sur Richelieu une opération pilote pour que Certivea teste et valide son label Ready to Service qui a été présenté tout à l'heure. Donc dans Richelieu, nous avons travaillé 4 points particuliers qui sont la connectivité, l'architecture des réseaux, l'interfaçage des équipements et la sécurité numérique. Alors la connectivité, elle a été travaillée et constatée par Certivea. Nous sommes un immeuble qui est connecté au réseau concessionnaire extérieur sur 2 rues avec 2 locaux. Nous avons 100% de nos espaces intérieurs dans lesquels la téléphonie mobile est donnée, que ce soit des locaux techniques, les parkings, les ascenseurs, la rampe de parking ou les bureaux, les salles de réunion, les restaurants. Tout est couvert en téléphonie mobile. On a une architecture de réseau qui est en verticalité tout en IP. Donc qui sera demain forcément compatible avec les usages qui ne sont même pas encore connus à ce jour. Et puis nos équipements sont interfaçables et la GTB notamment permet l'interfaçage des équipements à tel point qu'on a d'ailleurs développé une application spécifique qui permet à nos collaborateurs de réserver leur parking, d'aller manger au restaurant, de réserver une salle de réunion, de se retrouver, de se déplacer dans l'immeuble, d'avoir des informations sur ce qui se passe à l'extérieur, de déclarer un incident ou de faire appel au support informatique en cas de besoin et des services comme ça, j'en passe. Tout ça interfacé grâce aux architectures de réseau développées dans cet immeuble et bien sûr une sécurité numérique à la pointe puisque l'ensemble de ces systèmes sont contrôlés. On a les firewalls qui vont bien. Alors c'est interopérable via Internet, mais à travers un VPN sécurisé équipé des firewalls qui vont bien. Mais voilà, tout ça a été inclus dans le bâtiment et permet aujourd'hui de développer les solutions actuelles de demande de connectivité, mais aussi d'intégrer évidemment et d'accueillir les solutions futures. Voilà pour la partie présentation de Richelieu. Je vais passer maintenant à un petit bilan et un retour d'expérience de Richelieu et la certification HQE ou plus globalement nos échanges et les échanges du groupe Altarea avec Certivea.
Alors, les bénéfices de la certification sur Richelieu ou pour le groupe, pour les utilisateurs, on en a parlé, depuis le début de cette conférence, on parle du confort des utilisateurs, de l'usage des utilisateurs. On peut aussi mettre en avant le fait que, ayant été certifié, cet immeuble, lorsqu'il a été pris en main par une équipe de gestion de l'immeuble, ils avaient déjà un cadre dans lequel s'inscrire, et un cadre qui prévoyait d'ores et déjà des exploitations et des process d'exploitation vertueux, ce qui a permis de commencer sur de bonnes bases. Pour le groupe Altaria, le fait d'être certifié sur une opération comme celle-là, la question ne se posait pas. D'abord, nos investisseurs, qu'ils soient internes ou externes, exigent de nous ce type de certification. Et puis, vous l'avez compris, c'est dans notre ADN. Être sûr qu'on fait ce qu'il y a de mieux pour l'environnement, on est entièrement en ligne avec ça. Notre acquéreur, là aussi ça a été évoqué tout à l'heure, notre acquéreur, avec cette certification, il acquiert une démonstration de la valorisation de cet actif sur son empreinte environnementale. Donc ça le permet là aussi de le coter et de le valoriser mieux qu'un immeuble qui n'eût pas été certifié. En tant que promoteur, vous avez tous les éléments habituels de l'avantage de la certification, avec tout le système de management opérationnel qui vous est inculqué grâce à cette certification, qui vous permet de savoir pas à pas comment est-ce que vous devez vérifier. Mais l'opération de Richelieu, qui a duré 6-7 ans en développement, le fait d'avoir une certification et de s'être dès le départ prononcé et d'avoir choisi cette certification, ça nous donne un cadre. On a eu des occasions, croyez-moi, en 7 ans, 3 ans après avoir commencé ce projet, on s'est décidé à faire de cet immeuble notre siège. Ça nous a poussé à vouloir le modifier. Le fait de s'être inscrit dans une certification, ça nous aide, ça nous donne des cadres et on sait qu'on ne va pas tout remettre en question. Donc on ne va pas complètement dévier des idées de base, et on va rester sur des principes vertueux environnementalement. Et ça, c'était un atout pour Richelieu. Mais si on sort un petit peu du cadre de Richelieu et si on regarde l'expérience partagée depuis 2005 avec Certivea dans ses certifications, je voulais mettre en avant le fait que nous avons été opération pilote. Le groupe est très impliqué dans ce type de démarche. Nous avons été opération pilote avec la Tour Force depuis dans les années 2008 et 2010 pour la création du référentiel et la constitution du référentiel de HQE Rénovation. Quelques années plus tard, sur une opération que je dirigeais, la ENEC, nous avons été opération pilote pour adapter ce référentiel aux monuments historiques, puisque là, la préservation du bâti, dans certains cas, peut aller à l'encontre des prérequis nécessaires à la certification. Donc, il a fallu trouver ensemble des moyens d'interpréter le texte pour pouvoir faire au mieux et aller toujours dans une démarche d'amélioration et d'amélioration mesurée et raisonnée de nos performances environnementales. Donc la ENEC en était le témoin. Et puis l'opération Richelieu, vous l'avez vu, qui a permis à Certivea de tester son label Ready to Service avant de le proposer à l'ensemble des acteurs que vous êtes et qui sont autour de la table. Évidemment, l'ensemble de ce travail et de cet engagement de la part du groupe et de Certivea bénéficie à la collectivité. On le voit bien, nous sommes un acteur extrêmement important de ce secteur, et avec nous, nous entraînons nos architectes, nos maîtres d'œuvre, nos BET, mais bien au-delà, nous entraînons nos entreprises et nous entraînons les fournisseurs même de matériaux, qui soient d'ailleurs en France ou à l'étranger, dans une démarche éco-responsable, à l'écoute de l'environnement et avec un souci de traçabilité et de démonstration. Et ça, c'est vraiment le bénéfice de la certification, parce que sans certification, ces démarches n'iraient pas jusqu'à ce point, notamment dans cette traçabilité et l'établissement de la justesse des process qui sont mis en œuvre
pour la préservation de l'environnement. Voilà, j'ai tâché de tenir à peu près le temps qui m'était imparti. J'en ai fini pour ma présentation.